Salut, c'est Jules et bienvenue dans un nouvel épisode de Au-delà des projecteurs. Alors bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode du Au-delà des projecteurs. Aujourd'hui on est au Mas du Cire et aujourd'hui on est avec Martin Wilmez. Bonjour Martin. Bonjour Jules. Alors j'aimerais bien commencer ce podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu rapidement ce que tu fais, qui tu es, etc. Alors moi c'est Martin Wilmez, j'ai 21 ans et donc je suis artiste équestre qui débute et ma spécialité c'est plus de la liberté et notamment avec 2 ânes miniatures qui sont arrivés il y a pas très longtemps. D'accord, super. J'aimerais bien commencer ce podcast avec un vrai ou faux. Donc je vais te donner des phrases et tu vas me dire si selon toi c'est vrai ou c'est faux. Et si tu veux un petit peu développer, tu peux. Ok. Alors, est-ce que selon toi il faut faire des études pour réussir dans le milieu? Faux. Est-ce qu'un cheval qui coûte cher est un cheval forcément bon? Faux. Est-ce que les ânes sont plus difficiles à dresser que les chevaux? Alors vrai, mais c'est pas pareil. Je dirais pas que c'est forcément plus difficile, mais c'est juste différent Ouais, et c'est c'est qu'on différent. les connaît moins. D'accord. Est-ce que Galoupo est le cheval de ta vie? Ah oui, vrai. Est-ce qu'il est difficile de se différencier dans le milieu du spectacle équestre? Vrai. Est-ce que tu prépares de nouveaux numéros pour cette nouvelle saison? Alors oui, là il y a très récemment j'ai créé un tout nouveau numéro avec les ânes et le cheval et j'en prépare là actuellement un autre, cette fois-ci avec deux de plus. Ok. Alors, vrai ou faux, les ânes sont têtus? Faux, Les animaux sont maltraités dans le spectacle? faux également. Les chevaux deviennent des objets de travail quand ça devient un métier? Alors faux. Et est-ce que c'est vrai ou faux, Marie et PA sont comme tes mentors? Vrai, ça oui. Alors j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi, ton parcours. Déjà, comment t'es arrivé au Mas du Cire chez Marie et Pierre-Antoine? Alors c'est un peu par hasard parce qu'en fait, donc moi j'ai fait des études dans le cheval, j'ai fait un CAP palefrenier soigneur puis un bac CGEH. Et en fait, pour mon bac, j'avais besoin de trouver de nouveaux stages puisque ça faisait déjà 3 ans que j'étais dans la même structure et du coup, ils m'ont demandé de changer. Et par hasard, Marie a mis une annonce comme quoi également à chercher des stagiaires et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et que je suis d'abord venu en tant que stagiaire. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du spectacle, qui t'a envie de te lancer? Est-ce que c'est Marie et Pierre-Antoine qui t'ont donné envie ou est-ce que tu avais déjà cette envie avant? Non, j'avais déjà cette envie avant. En fait, c'est venu parce que j'ai commencé à travailler mon cheval à pied un peu par hasard et en sachant pas du tout faire. Et c'est de là que m'est venue l'envie de faire du spectacle et également parce que je suivais déjà quelques artistes équestres et notamment Marie puisque elle était proche de chez moi donc je savais qui c'était. Et c'est de là ouais, que l'envie d'en faire m'est venue. Ok. Et quand tu étais petit, est-ce que tu avais un métier de rêve que tu voulais faire? Est-ce que tu avais déjà l'idée du spectacle ou pas? Ou tu avais vraiment autre chose? Alors de base quand j'étais petit, je me rappelle parce que vers 4 ans je disais ça, je disais que je voulais être moniteur d'équitation. Donc j'étais déjà dans le monde du cheval, pas forcément le spectacle, mais en tout cas oui depuis petit je voulais travailler avec les chevaux. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu une journée type ici au Mas du Cire chez Marie et Pierre-Antoine? Alors ma journée type, donc on commence le matin d'abord par nourrir les chevaux, curer les paddocks, faire tout ce qui est l'entretien. Et puis après on va rapidement se mettre à travailler les chevaux, donc que ça soit à la longe ou alors monter pour du stretching ou alors plus sur ce qui est le travail de haute école ou en voltige plus spécifique. Et c'est un peu ça tout le long de notre journée. Et après également, des fois, certains jours, les cours, voilà. D'accord. Et du coup, quand Marie et Pierre-Antoine ils partent en spectacle, tu les accompagnes tout le temps ou est-ce que ça dépend du spectacle? Alors, ça dépend du spectacle et des numéros qu'ils vont présenter. Par exemple, leur dernier numéro, Tentation, qu'ils ont présenté notamment au Crinière d'Or et puis un peu partout également dans le monde. Là, je les accompagne parce que du coup, je m'occupe de la partie du moteur aérien. Mais après, si c'est des spectacles, par exemple de la voltige de groupe ou d'autres spectacles où il n'y a pas forcément besoin de moi, eh ben, je vais rester aux écuries pour gérer les chevaux qui restent aux écuries. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta cavalerie, des chevaux que tu as, etc. Alors, ma cavalerie, actuellement, j'en ai 6. Donc d'abord il y a mon cheval de tête Galoupo qui est mon tout premier cheval et que c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui que je fais du spectacle, c'est un peu lui qui m'a tout appris. Ensuite j'ai les 2 ânes donc Tic et Tac qui sont arrivés un peu par hasard parce que
j'avais pas prévu d'acheter des ânes en fait et de faire du spectacle avec des ânes, mais ça a été un vrai coup de cœur et au final ils me le rendent bien. Et puis j'ai également une ponette, mais qui est une ponette plus d'élevage et qui est là pour de la reproduction, qui ne sort pas en spectacle et qui est même pas dressée finalement. Et récemment, j'ai acquis de nouveaux, donc qui sont des mulets miniatures. Je l'ai pas encore annoncé, mais donc que je vais rajouter dans ma liberté avec le cheval et deux ânes, donc dans le but d'en avoir 5. Est-ce que du coup, tu pourrais nous expliquer, parce que du coup, de ce qu'on a compris, donc tu as fait un bac en rapport avec les chevaux, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ta formation, tes cours, etc. Alors, en CAP, on avait un peu de cours généraux forcément, mais on avait aussi beaucoup de cours pratiques, que ce soit en fait vraiment sur la gestion des chevaux au quotidien, que ce soit l'entretien des box, des paddocks, également l'alimentation, les vermifuges, les soins vétérinaires également. Donc là, franchement, le CAP au début, je voulais pas y aller, et puis au final, je crois que c'est là où je me suis le plus éclaté. Et puis après, j'ai fait mon bac CGEH où là, c'était vraiment plus sur la gestion de l'entreprise qui concernait les chevaux. L'inconvénient de ce bac-là, c'est que eh ben, en fait, le spectacle, on est un peu mis à part dans le monde agricole et on ne compte pas dans le monde agricole et que du coup, ben, tout ce que j'ai appris ne marche pas pour du spectacle équestre. Alors, ça m'a quand même appris à gérer une cavalerie, gérer des chevaux, gérer une entreprise, mais qui n'est pas assez spécifique par rapport à ce que je veux faire plus tard. Ok. Et donc là, actuellement, tu es en train de faire quoi comme formation? Et là actuellement, je fais un BPGEPS, donc qui permet d'enseigner du coup l'équitation, que je fais en apprentissage chez Marie et Pierre-Antoine. Et donc ça dure 2 ans et je finis mon examen là en avril. Ok, ok. Et donc, qu'est-ce qu'ils en pensent, tes parents, de tout ça? Comment tu arrives à gérer un petit peu ta vie pro, ta vie perso? Alors mes parents au début, ne connaissant pas le milieu, mes parents sont pas du tout dans le milieu du cheval et encore moins le spectacle équestre, ils se sont un petit peu inquiétés, mais bon, ils m'ont laissé faire mon petit train-train. Et même par exemple, ma mère voulait beaucoup que je rentre dans la garde républicaine, mais moi, c'est pas un monde qui m'attire. Donc moi, je voulais vraiment faire du spectacle équestre. Et après, pour ce qui est de ma vie sociale, on va pas se le cacher, c'est très restreint. Je vois très peu mes parents, je vois très peu mes amis. Mais c'est ce qui me convient aussi, et parce que je sais ce que je veux faire et je sais vers où je vais. Donc c'est pas quelque chose qui me manque vraiment. Et du coup, tu vas vers où? Est-ce que tu as des rêves, des projets, des ambitions pour plus tard, etc. Alors des rêves, j'en ai beaucoup, des projets également. Moi, mon but prochainement, donc, c'est de sortir mon prochain numéro avec les 5 du coup. Et puis après, si on voit un peu plus sur du long terme, ça serait de devenir vraiment professionnel et d'arriver à vivre du spectacle équestre. Et si vraiment on parle du rêve ultime, ça serait d'avoir une liberté avec 8 chevaux espagnols. Eh ben, écoute, je te souhaite de réussir et de réussir tous tes projets. Eh bien, merci. Maintenant, je vais te donner des affirmations et tu vas essayer de me répondre un petit peu du tac au tac assez brièvement et rapidement. Ouais. Alors, ta ou tes sources d'inspiration? Mes sources d'inspiration. Alors, quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé un petit peu à m'intéresser au spectacle, c'était Anne Berthaud, parce que j'ai beaucoup aimé son histoire et même la relation avec ses chevaux et comment elle travaille avec ses chevaux. Et après, je m'intéressais aussi au travail de Jean-François Pignon et également de Gary Zoer. Est-ce qu'il y a une compétence requise pour faire du spectacle? Une compétence ou une qualité un petit peu primordiale selon toi? La patience, beaucoup de patience, parce que peu importe la discipline qu'on fait dans le spectacle équestre, ça demande énormément de travail, énormément de patience avec les chevaux. Donc ouais, je dirais surtout la patience. Comment tu t'imagines toi dans 10 ans? Moi, dans 10 ans, j'aimerais beaucoup avoir mes propres écuries et puis tourner en spectacle en Europe. Est-ce qu'il y a un moment marquant que tu aimerais aborder un petit coup, que tu te souviens, Un moment que je me qu'il soit souviens. positif ou négatif? Alors, ça a été le tout premier spectacle que j'ai fait avec mon cheval dans le chapiteau chez Marie et Pierre-Antoine. Ça m'a beaucoup marqué parce que j'appréhendais énormément de comment allait se comporter mon cheval et en fait, il a été juste exceptionnel. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que ce cheval était fait pour ça et qu'il prenait autant de plaisir que moi à travailler en liberté et en spectacle. Est-ce qu'il y a une émotion que tu veux transmettre à travers tes numéros? Après, c'est surtout la complicité avec les chevaux, mais également moi, et c'est ce que j'ai cherché à montrer avec les ânes notamment, mais c'est de montrer que n'importe quel cheval peut le faire. N'importe quel cheval, et du coup même n'importe quel âne, entre guillemets, peut le faire. Et que du coup, c'est pas une race de cheval
une espèce qui est spécifiée spécialement pour telle ou telle discipline et que tout le monde peut le faire. Alors certes, des fois c'est plus de travail, mais moi je trouve ça plus intéressant. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner pour des gens qui veulent débuter ou qui osent pas se lancer ou une information? Alors moi je dirais surtout d'aller vous former chez des professionnels, d'aller rencontrer du monde. Moi c'est ce qui m'a permis d'en être là aujourd'hui et je le regrette vraiment pas. Donc ouais, surtout d'aller se renseigner, d'aller voir du monde et sachez que si vous êtes impliqué et que vous savez vraiment ce que vous voulez faire, les gens seront là pour vous et seront là pour vous aider. J'aimerais qu'on aborde un petit coup l'aspect technique et relationnel avec le cheval. Comment, selon toi, on arrive à lier la relation avec son cheval, mais en même temps en gardant la technique? Alors, ça je l'ai rencontré notamment avec les ânes, mais les ânes, si on fonctionne qu'avec de la technique et qu'il y a zéro relationnel, eh ben on n'en tirera rien. Et c'est pour ça que souvent les gens disent que les ânes sont têtus, parce que les ânes, ils ont besoin d'avoir une complicité, ils ont besoin de comprendre pourquoi ils font telle ou telle chose. Et du coup, c'est vraiment comme ça que j'ai découvert. Donc pour moi, c'est très important dans mon travail d'allier à la fois, oui, la technique bah, pour le dressage de mes chevaux, mais également de prendre du temps pour eux et d'essayer de les comprendre le plus possible pour que ça fonctionne au mieux. Et ce que je pense, c'est que un cheval dans sa tête, qui est bien dans sa tête, eh ben, c'est là où il nous amènera au bout du monde. Et donc, comment toi, tu t'entraînes? Comment tu gères ton entraînement avec tes chevaux? Comment ça se passe au niveau de ton emploi du temps avec ta journée de travail le jour et ensuite Alors du coup, moi, j'attaque à travailler mes chevaux après avoir fini ma journée de travail. Et après mes séances, alors je fais beaucoup de séances de musculation pour le cheval, parce que ça a beau être un cheval qui fait principalement de la liberté, il a besoin de se muscler comme il faut. Donc beaucoup de longes, du travail monté. Et après, alors généralement je m'organise, la semaine je les prends un peu en individuel. Et le week-end, c'est là où j'en profite pour travailler vraiment mon groupe et ma liberté avec tous ensemble. comment on arrive à rendre la liberté facile, sans gestes, sans mots, pour que ça paraisse naturel et est-ce que c'est l'aboutissement du travail que ça paraisse facile? Ben, pour moi, c'est beaucoup de répétition. Que les chevaux ils soient mécanisés et qu'ils comprennent que simplement avec ce geste, ben, c'est ça qu'il faut faire, que ce soit facile pour eux. C'est vraiment comme ça pour moi, oui, que la liberté a l'air facile, c'est quand en fait, ben, c'est facile pour les chevaux parce que les chevaux le connaissent par cœur. Euh, Est-ce que tu penses que c'est vraiment nécessaire d'avoir une relation avec le cheval? Par exemple, si on te donne un cheval qui est dressé, mais que tu connais pas, est-ce que tu penses que tu peux réussir à faire la même chose qu'avec ton cheval? Alors, oui, je vais réussir à faire cette chose, mais je le ferai jamais aussi bien que la personne à qui il est. Donc oui, c'est hyper important. Les chevaux savent faire ce qu'on leur demande, mais après, déjà, on fonctionne tous différemment. Et ça, le cheval, c'est hyper important pour lui. Et puis surtout, surtout en liberté, on est un peu leur point de repère. Donc s'ils ont plus leur point de repère, bah, ça change beaucoup pour eux quand même. Et est-ce que la relation avec les ânes, c'est différent avec un cheval? Est-ce que c'est plus froid, plus distant? Comment? Alors oui, les ânes, en fait, honnêtement, ça fonctionne un peu comme un chien. C'est-à-dire les ânes, ils ont un maître et avec ce maître-là, ils vont l'emmener au bout du monde. Par contre, ils ont un peu de mal avec tous les gens qui sont extérieurs. Mais les ânes, oui, oui, c'est de vrais chiens. Maintenant, je vais essayer de te donner des mots et tu vas me donner des mots ou des personnes, des moments qui te font penser à ce mot-là. Ok. Donc, par exemple, si je te dis inspiration, Marie et Pierre-Antoine. voltigeur, Marie et Pierre-Antoine. si je te dis fierté, Fierté, Galoupeau. persévérance. Tic et tac. Ok. Alors ensuite, j'aimerais bien qu'on parle du coup plus précisément de tes ânes, comment ça s'est passé, comment cette idée elle est venue, comment ils sont arrivés un petit peu dans ta vie. Alors, en fait, moi, à l'origine, je cherchais un poney. Parce que j'avais envie de faire de plus en plus de liberté en groupe. Et du coup, le poney, c'était la façon pour moi de le faire un peu facilement, de le trouver facilement également. Et en fait, j'ai pas trouvé de poney qui me correspondait. Mais par contre, j'avais une amie qui avait donc ces deux ânes, tic et tac, chez elle. Et pendant bien un an et demi, j'arrêtais pas de la saouler pour qu'elle me les vende. Parce qu'en fait, voilà, j'ai eu un coup de cœur pour eux. Et pour moi, j'ai dit, ben voilà, c'est ça que je veux faire. Et surtout, je voulais quelque chose de nouveau et que personne n'ait jamais fait. Et là, j'avais l'opportunité de faire quelque chose que personne n'avait jamais fait. Donc ça a bien mis un an et demi avant qu'elle accepte de me les vendre parce qu'elle voulait pas du tout. Mais j'ai réussi. Et du coup, c'est comme ça que l'histoire a commencé.
Est-ce que les a priori sur les ânes, ils sont vrais ou pas? Alors non, ils sont pas vrais, c'est juste que il y a beaucoup d'a priori sur les ânes parce qu'on ne les connaît pas. Parce que ça fait des années, des millions d'années même qu'on dresse des chevaux, mais les ânes, il y en a très peu qu'on en dressé. Et du coup, beaucoup de gens ont beaucoup d'a priori là-dessus. Et du coup, comment on dresse un âne? Comment t'as appris à... Parce que du coup, tu connaissais pas les ânes. Comment, du coup, tu t'es retrouvé un petit peu tout seul à découvrir par toi-même comment ça fonctionnait? Comment ça s'est passé un petit peu les débuts? Alors, en fait, au tout début, j'ai commencé à les dresser avec ma technique, la technique que j'ai appris avec les chevaux, et sans résultat. Parce qu'honnêtement, j'ai rien réussi à faire. Et c'est là où je me suis beaucoup remis en question et je me suis dit, mais il faut que je leur trouve une méthode qui leur convienne à eux. Donc après, ça passe par plein de petites choses, mais par exemple, un âne, il faut se satisfaire de très 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 peu au début. Mais par contre, une fois qu'il a compris ce très très peu et qu'il comprend que c'est ça qu'on veut lui demander, après, ça va tout seul. Et est-ce que t'as des objectifs avec eux? T'as des projets Alors les projets avec eux, surtout dans leur dressage, là, dans ma liberté, ils font beaucoup de figures tous les trois ensemble, mais ils font très peu de figures de spectacle ou de figures d'école. Donc par exemple que ce soit des révérences, des pas espagnols, des couchés, des assis. Donc ça, j'aimerais un peu plus aller vers ça avec eux. Et du coup, tu l'as dit au début, t'as de nouveaux mulets qui sont arrivés. C'est pour créer un numéro plus tard, c'est ça? C'est ça, c'est le prochain numéro que je suis en train de préparer. Donc en fait, c'est deux mulets qui sont arrivés complètement sauvages, qui sont arrivés là début août. Et, euh, et en fait, alors ça faisait un petit moment que j'avais l'idée de rajouter des mulets parce que je trouvais ça sympa de faire un peu la transition entre le cheval, le mulet et l'âne. Et, euh, et donc en fait, je ne trouvais pas de mulet qui me correspondait. Et du coup, c'est même pour ça que j'ai acheté une ponette pour pouvoir faire mes mulets moi-même. Et puis par hasard, je suis tombé sur une annonce d'une dame qui avait ses deux mulets à donner, qui étaient complètement sauvages. Et c'est là que l'histoire a commencé avec eux. Donc d'abord, il a fallu beaucoup les manipuler parce qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et maintenant, ils commencent à faire leur première pas en liberté. Et ça marche plutôt pas mal. Eh bien, écoute, je te remercie. Est-ce qu'on peut te souhaiter quelque chose pour la suite, pour tes projets? Quelque chose pour la suite, ce serait la réussite de mon numéro avec les mulets et les ânes, que j'espère emmener loin. Et, et voilà. Eh bien, écoute, je te remercie pour ton temps. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée. Puis, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Et merci à toi.